Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mesurer la couleur grâce à la Commission internationale de l'éclairage, donc CIE, soit dans le repère cartésien LAB, soit dans le repère cylindrique LCH. C'est la partie 2 de comment mesurer la couleur. Nous sommes en formulation BTS de la métier de la chimie. Je propose de regarder ça ensemble. Donc on va repartir de ce que nous avions fait dans la partie 1, c'est-à-dire dans la CIE XYZ, fondée sur la vision trichromatique humaine et linéaire. On avait donné déjà les problématiques liées à cet espace, non, non perceptuellement uniforme, donc les différentes coordonnées ne correspondent pas à des différences visuelles constantes, et peu adapté à la formulation, impossible de prédire par exemple l'impact d'un changement de matière sur la conception sans transformation. Donc, on va passer maintenant au nouveau modèle, donc c'est le système Scilab, qui fut créé en 1976 pour résoudre justement ces difficultés. Alors, de quoi il s'agit? Le principal intérêt de l'espace Scilab réside dans la possibilité de mesurer des écarts colorimétriques. Cela est capital dans l'industrie, tant pour le contrôle qualité, c'est-à-dire l'acceptabilité d'un échantillon ou d'un lot, par rapport à une référence, que pour le contretypage d'une telle conformité par rapport au standard à contretyper. Alors, expliquons rapidement que la construction de l'espace Scilab a été réalisée par transformation de l'espace CIE 1931 pour se rapprocher de l'atlas des couleurs, tel que l'atlas de Munsell. Ces derniers ont eux-mêmes été construits de manière à être uniformes en écart de couleur. Donc ici, vous avez justement l'atlas de Munsell, où on constate que chaque écart a été construit par des écarts de couleur uniformes. Cela a donné lieu du coup à une échelle de Munsell. Et nous, on va devoir petit à petit fabriquer finalement un repère cartésien tel que ça ressemble un peu à une boule un petit peu aplatie. Et cette boule aplatie, finalement, c'est réellement l'espace syllabe. Cependant, pour éviter que l'on soit finalement sur quelque chose de moins mathématique, on va considérer quand même que c'est une boule sphérique, donc, où l'axe X est représenté par la lettre A, l'axe Y par la lettre B et l'axe Z par la lettre L. On va maintenant définir chacune de ces lettres. Donc le repérage dans l'espace syllabe, vous l'aurez compris, lab ça veut dire L étoile, A étoile, B étoile, peut se faire en coordonnées cartésiennes comme je l'ai dit. L'axe L étoile s'appelle la clarté. Ça n'a rien à voir avec la luminosité. Cet axe est gradué de 0 à 100 et il correspond à l'échelle des gris, très important. L'axe A étoile, c'est le canal rouge-vert. Quand on est dans le négatif, on est dans le vert. Quand on va vers le positif, on va vers le rouge. L'axe est gradué donc de moins 100 en vert à 100 dans le rouge. C'est à savoir par cœur. Ensuite, l'axe B étoile correspond là aussi à tout simplement du moins B, vous allez du bleu, vert, plus B vers le jaune. Et ces valeurs sont comprises entre moins 100 et plus 100. On va maintenant définir ensemble. La figure ci-dessous représente un plan de chromaticité. En réalité, on va plutôt travailler sur un plan de chromaticité, c'est-à-dire seulement XY, pour de telle sorte que l'ensemble des couleurs, on travaille à la même clarté. C'est-à-dire que du coup, on ne va pas avoir accès finalement à la clarté L étoile. Le but du jeu est alors beaucoup plus facile à travailler sur le plan de chromaticité, tel que je vous le montre ici. Alors on va faire des petits cas, on va dire, concrets pour comprendre un petit peu comment ça marche. Alors, je pars d'un rouge à lèvres que on sait formuler, nous, puisqu'on va prendre pour cela une base huileuse, une cire et des pigments. Le pigment coloré utilisé, il y en a deux, et on vous dit le résultat est rouge pourpre, teinte trop froide. Voilà les coordonnées qui ont été mesurées en L étoile, donc 42, A étoile 54, B étoile moins 4. Donc sur le plan de chromaticité, nous pouvons repérer finalement, A étoile, on voit que comme la valeur va de moins 100 à plus 100, on se repère du coup dans la partie positive, on va vers le rouge du coup, et on voit que chaque petit carreau fait
tout simplement une valeur de 4. Donc ici, je suis à 54. Je vais pouvoir positionner un point à la valeur entre deux carreaux. Je serai pile à la valeur 54. Et comme je suis sur B étoile en négatif, je vais descendre d'un seul carreau puisque ça fera moins 4. Et j'aurai du coup la couleur escomptée. En utilisant un programme Python, on peut retrouver alors la couleur de ce rouge à lèvres que j'ai formulé. On voit que ça correspond parfaitement à la proposition qui est faite dans le plan chromatique. Alors, si je fais varier maintenant la clarté, en la faisant passer à 10 jusqu'à 80, on voit l'influence quand même que l'on a sur justement la couleur de tout simplement ma formulation. Donc on voit l'importance quand même de la clarté sur le travail. On continue notre travail sur justement les nouvelles coordonnées possibles. Alors on vient de dire qu'il y avait les coordonnées cartésiennes, on va passer maintenant aux coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques sont sous la forme L étoile, C étoile, petit h. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce système de repérage a l'avantage de correspondre au classement naturel des couleurs. Donc on ne va plus travailler maintenant en coordonnées cartésiennes, on va travailler en coordonnées, cette fois, cylindriques. L étoile ne change pas. Il n'apparaît pas d'ailleurs dans le plan de chromaticité. En revanche, on peut constater que la saturation, C étoile, est une valeur qui va pouvoir être comprise tout simplement entre 0 et 100. Et cette saturation, finalement, est une fonction croissante du rayon. Alors que la nuance, petit h, c'est l'angle. C'est l'angle que l'on va avoir entre, finalement, c'est l'angle entre B et A, donc c'est l'arc tangente de B sur A. Alors on va pouvoir donner les formules à connaître. Pour trouver finalement la saturation, on aura une formule facile à utiliser, la racine carrée de A étoile au carré plus B étoile au carré. Et ensuite, donc la composante finalement, vous l'aurez compris, du vert rouge pour A étoile au carré, plus la composante cette fois du bleu jaune au carré. Et ensuite, on va pouvoir trouver l'angle en faisant l'arc tangente de B étoile sur A étoile. Alors une petite particularité, c'est que l'angle est compris entre 0 et 360 degrés. Si vous trouvez un angle négatif, il faudra soustraire donc la valeur que vous avez trouvée à 360 pour vraiment pouvoir avoir qu'une seule valeur possible. Je vais pouvoir vous en donner un exemple dans quelques instants. Reprenons donc ici notre espace colorimétrique LAB qui peut du coup être transformé en LCH si nous travaillons justement tel que c'est actuellement le cas. Donc les coordonnées syllabes mesurées donnent cela. On peut les transformer grâce à la formule proposée. La clarté, elle ne change pas. La saturation, grâce à la formule, donne 54,1. Donc 54,1, ça nous permettra de retrouver cette valeur sur le rouge à lèvres formulé précédemment. Et là, l'angle qu'on trouve, c'est moins 4,2 en faisant l'application de moins 4 sur l'arc tangente de B étoile sur A étoile, on trouve moins 4,2 degrés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que vous trouvez une valeur négative, il ne faut pas oublier de soustraire à 360, ce qui fait 355,8. Donc finalement, cet angle, il correspond à moins 4,2 à partir de l'axe vertical, mais vous pouvez aussi imaginer que vous faites 355,8 degrés. Et la saturation, c'est à peu près la moitié, du coup, on voit bien que le point rouge correspond bien à la bonne saturation. C'est évidemment le rouge à lèvres formulé. On voit bien qu'on peut passer du coup de syllabes, donc de la Commission internationale de l'éclairage, en coordonnées cartésiennes L, A, étoile, B étoile, à tout simplement aux syllabes, si LH, c'est-à-dire tout simplement LCH, je vais y arriver, à tout simplement avec ces valeurs. On retrouve exactement les mêmes thèmes quand on utilise par exemple un code Python pour retrouver les images. Je peux donc maintenant refaire mon travail sur, par exemple, je cherche du jaune citron. Donc pour obtenir du jaune citron, je peux donc m'amuser à imaginer que donc la clarté soit de 90. Donc ici, les prédictions que je souhaite faire pour avoir du jaune citron, je prends une saturation de 90 et un angle de 90 degrés pour me rapprocher évidemment du jaune citron. L'intérêt de ça, c'est pour montrer en fait que j'aurais pu aussi travailler sur la clarté, l'influence de la clarté. Donc si je prends par exemple
pour 3 clartés différentes. La clarté, si je la mets à 30, je suis à peu près ici, j'ai quelque chose de très sombre. À 70, je suis encore un peu sombre. Et à 90, ben là, cette fois, je suis beaucoup plus clair. Et je peux également passer sur tout simplement une saturation moins intense. Et du coup, on aura un citron un peu moins jaune qui du coup ressemble moins à un citron. Et on voit évidemment l'importance finalement quand on change les saturations. On voit l'influence également de la clarté. Alors maintenant, je veux vous parler donc de l'écart de teinte. C'est très important en coordonnées cartésiennes. Il y a un petit A que vous pouvez modifier ici. Delta E, c'est égal à la racine carrée de chacun des termes au carré. Ce qui nous permet de trouver, c'est une formule du coup très facile à utiliser, on a la même formule en coordonnées cylindriques. Donc en réalité, ces formules sont faciles à retenir et utilisables très simplement. L'acceptabilité correspond aux déviations supportables d'un échantillon donné par rapport à une référence appelée standard. Par exemple, si un écart E égale 1, delta E égale 1, pardon, si un écart delta E égale 1 peut être tout à fait toléré pour une peinture murale, les exigences des clients sont beaucoup plus strictes dans l'automobile. Donc ici, vous rajouterez delta, delta E. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que si delta E est inférieur à 2, on supposera, en tout cas pour des peintures murales, que c'est acceptable. Prenons l'exemple suivant. Je reprends le rouge à lèvres que j'avais formulé précédemment et je prends un rouge à lèvres légèrement différent. Donc 2 couleurs qui se rapprochent et qui sont difficiles à voir visuellement entre les deux. Cet écart est-il tolérable pour une peinture murale? On va faire donc le calcul de cet écart pour pouvoir vérifier. On fait l'application numérique, vous avez les LAB qui sont proposés juste à gauche, vous faites l'application numérique et vous trouvez un 55. C'est inférieur à 2. Ce que l'on peut dire, c'est que cet écart est tolérable en peinture murale, mais pas par exemple pour des peintures automobiles. On va refaire ce jeu maintenant pour du citron, pour le jaune citron qu'on avait trouvé tout à l'heure. Si cette fois, on voit qu'on passe ici d'un jaune citron bien saturé à une saturation moins importante, cette fois en coordonnées cylindriques. Donc on voit que les formules ne changent pas énormément, hein, c'est la somme quadratique de chaque élément, le tout à la racine carrée. Donc on va pouvoir avoir ici tout simplement cet écart qui peut être calculé ainsi et avoir finalement une réponse qui est égale à 20, ce qui veut dire que c'est très supérieur à 2 et c'est vrai que les couleurs semblent notablement très différentes et ça serait ni acceptable en peinture murale ni acceptable en automobile. Voilà, cette capsule est terminée, je vous propose maintenant de tout reprendre.